Les filles du milliardaire étaient muettes jusqu'à ce que la nouvelle gouvernante fasse quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La première chose que tout le monde remarquait en passant les portes en fer forgé, c'était le silence. Un silence qui n'était pas seulement une absence de son, mais quelque chose de vivant qui se propageait dans les couloirs comme un brouillard un matin d'hiver. Le manoir de Thornwood se dressait sur la colline surplombant la petite ville de Riverdale. De loin, ses tours et ses immenses fenêtres semblaient tout observer avec méfiance. Les passants accéléraient le pas, regardant de l'autre côté. C'était comme si l'air même autour de l'endroit murmurait « Partez ». Harrison Thornwood se moquait de ce que les autres pensaient. En fait, il ne pensait presque jamais aux autres. Pas depuis ce jour, il y a 3 ans, où elle et la Nena étaient partis pour toujours. La voiture noire et le cercueil blanc, les regards apitoyés, les mains tendues qu'il ne voulait pas toucher, et les 2 fillettes de tout juste 4 ans, identiques comme des gouttes de pluie, se tenant la main, fixant le sol. Chloé et Emma, ses filles, ses petites filles silencieuses. Monsieur Thornwood, le dîner est servi, annonça Martha, la gouvernante en chef, debout à la porte du bureau où Harrison passait le plus clair de son temps. Il leva les yeux des papiers qu'il faisait semblant de lire. Les filles ? Elles sont déjà à table, monsieur. Harrison ajusta une cravate qui n'en avait pas besoin et descendit le couloir. Ses pas résonnaient sur le parquet sombre. Les murs, couverts de vieux portraits de famille, semblaient le regarder avec désapprobation. Ou peut-être n'était-ce que son imagination. La salle à manger était trop grande pour 3 personnes. La table en chêne, polie jusqu'à briller, pouvait accueillir 12 convives. Harrison s'assit à une extrémité. À l'autre, sur des chaises côte à côte, se trouvaient Chloé et Emma, leurs cheveux blonds soigneusement tressés en nattes identiques, leurs yeux bleus fixés sur leurs assiettes vides. « Bonsoir », dit Harrison. Les filles le regardèrent un instant. Elles hochèrent la tête en parfaite synchronisation. Puis elles reportèrent leur attention sur leurs assiettes. Martha commença à servir la soupe. Le tintement de la louche contre la porcelaine était le seul son dans l'immense pièce. Harrison observait ses filles. Elles ressemblaient tellement à elle et la Nena que parfois, cela lui faisait mal de les regarder. La même forme de visage, le même menton délicat, les mêmes yeux d'un bleu si clair qu'ils semblaient transparents. Mais elle et la Nena souriaient. Elles souriaient toujours. Les filles, non. Les filles ne parlaient pas. Elles n'avaient jamais prononcé un mot. Les médecins lui avaient assuré qu'elles n'avaient aucun problème. Leur corde vocale était parfaite. Leur oui aussi. C'est émotionnel, expliquait un spécialiste après l'autre. Le traumatisme d'avoir perdu leur mère à un âge si impressionnable. Le cerveau trouve des moyens de se protéger. Harrison avait tout essayé. Des thérapeutes, des orthophonistes, même un médecin en Suisse qui garantissait des miracles. Rien n'avait fonctionné. Les filles restaient dans leur monde silencieux, ne communiquant entre elles que par des regards et des gestes subtils que personne d'autre ne comprenait. « Comment s'est passée la journée des filles, Martha ?» demanda Harrison sans regarder la gouvernante. « Normal, monsieur. Elles ont joué dans le jardin, puis ont fait les exercices que la thérapeute leur a laissés. Emma a beaucoup dessiné aujourd'hui. » Harrison hocha la tête. Que pouvait-il demander d'autre? Qu'est-ce qui importait, de toute façon? Après la soupe vint le plat principal, puis le dessert. Tout dans un ordre parfait, comme toujours. Quand elles eurent terminé, les filles s'essuyèrent les lèvres avec leurs serviettes et regardèrent Harrison, attendant la permission de quitter la table. « Vous pouvez y aller » dit-il. Elles glissèrent de leur chaise, se tenant la main comme toujours, et sortirent de la pièce à pas silencieux. Harrison les regarda jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Plus tard, lorsque la nuit eut recouvert le manoir comme une lourde couverture, Harrison monta à la chambre de ses filles. La porte était entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil par la fente. Les filles étaient assises par terre entre leurs lits. Un coffre à jouets ouvert révélait des poupées et des blocs de construction, mais elles ne jouaient pas. Elles dessinaient, chacune avec un carnet devant elle, concentrée sur son travail. Harrison observa comment leurs mouvements étaient synchronisés. Comment elles s'arrêtaient de temps en temps pour se montrer leurs dessins. Comment elles souriaient. Oui, elles souriaient parfois, seulement entre elles, jamais à quelqu'un d'autre. Elles avaient leur propre monde, fermé à tout intrus. Même à lui, surtout à lui. Harrison sentit ce pincement familier dans sa poitrine. Culpabilité, colère, tristesse. Peut-être tout cela à la fois. Elle et la Nena auraient su quoi faire. Elle et la Nena savaient toujours.
Mais Elena était partie, et il était seul avec 2 filles qu'il ne connaissait pas vraiment. Il retourna dans sa chambre sans un bruit. La chambre qui avait été la leur, mais qui n'était plus que la sienne, trop grande, trop vide. Il s'allongea sur le lit sans enlever son costume. Il fixa le plafond, où les ombres dansaient. Le manoir de Tornwood était immense, immaculé et triste. Parfait à l'extérieur, vide à l'intérieur, comme une tombe bien entretenue, comme lui. À l'étage, 2 filles identiques s'endormirent en se tenant la main, tandis que leurs dessins séchaient sur le sol. Une maison, un grand homme, une femme aux cheveux d'or et des nuages, beaucoup de nuages entourant tout. Le lendemain serait pareil. Et celui d'après aussi. C'est ce que pensait Harrison en fermant les yeux. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que la vie pouvait changer, que le silence pouvait être brisé. Mais la vie a ses propres plans. Et parfois, le changement arrive quand on s'y attend le moins. Pour le manoir de Tornwood, il arriverait très bientôt, sous la forme la plus improbable qui soit. La pluie tombait sans discontinuer depuis 3 jours lorsque la vieille voiture se gara devant les portes du manoir de Tornwood. Une femme et une enfant attendaient sous un parapluie pendant que le gardien de sécurité vérifiait leur nom sur la liste. Carla Morale. L'homme vérifia sa carte d'identité. Vous êtes la nouvelle gouvernante. Oui, monsieur. Carla serra la main de sa fille. Voici Maya, ma fille. On m'a dit que je pouvais l'amener pendant que je travaille. Le gardien regarda la fillette de 5 ans qui le fixait avec des yeux curieux. Il n'était pas courant d'avoir des enfants au manoir, à part les filles de monsieur Tornwood, bien sûr, mais les ordres étaient clairs. Oui. Très bien, vous pouvez entrer. L'allée menant au manoir était longue. Maya sautait dans les flaques d'eau, ignorant les protestations de sa mère. Le ciel gris contrastait avec la robe jaune de la fillette, la seule touche de couleur vive dans le paysage. Maya, tiens-toi bien. C'est mon nouveau travail. Je ne veux pas de problème. Pardon, maman. La fillette reprit la main de Carla, mais ses yeux ne pouvaient rester immobiles. La maison est un château. Tu crois qu'il y a des princesses à l'intérieur? Le manoir de Tornwood ressemblait vraiment à un château sous la pluie, avec ses tours pointues et ses hautes fenêtres. Pour Maya, c'était comme un endroit tout droit sorti des contes de fées que sa mère lui lisait tous les soirs. Martha, la gouvernante en chef, les accueillit à la porte de service. C'était une femme d'âge mûr avec un visage qui semblait n'avoir jamais souri. Bienvenue, Carla. Vous remplacerez Madame Jenkins. Elle a dû repartir s'occuper de sa mère malade. Martha regarda Maya. Ce doit être votre fille. Monsieur Tornwood a approuvé, mais assurez-vous qu'elle ne cause aucun problème, surtout avec les filles. Les filles, demanda Maya, curieuse. Les filles de monsieur Tornwood, Chloé et Emma. Elles ont 7 ans. Martha se pencha un peu. Mais elles sont spéciales. Ne dérange pas les filles. Compris? Maya hocha la tête, mais ses yeux brillaient de curiosité. Des enfants spéciaux. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dans son esprit de 5 ans, les possibilités étaient infinies. Pendant que Carla recevait des instructions sur ses tâches, Maya attendait, assise sur un banc dans la cuisine. Elle balançait ses jambes et regardait le personnel s'affairer. Le manoir était immense, avec tant de couloirs et de portes qu'elle avait hâte d'explorer. Cette maison est trop grande pour si peu de gens, commenta la cuisinière, une femme corpulente nommée Dolores, en pétrissant de la pâte à pain. Tant de pièces vides, tant de miroirs couverts. Des miroirs couverts? Demanda Maya, intriguée. Dolores sembla réaliser qu'elle en avait trop dit. Rien, ma chérie, juste des histoires de grands. Après leur avoir montré la chambre où elle logerait, un espace simple mais confortable dans les quartiers du personnel, Martha emmena Carla voir le reste de la maison. Maya suivait en silence, essayant de mémoriser le chemin. C'est dans le couloir du 2e étage que Maya les vit pour la première fois. 2 filles identiques, aux cheveux aussi dorés que des rayons de soleil et aux yeux bleus les plus clairs, se tenaient comme des statues, les observant à distance. Elles portaient des robes bleu clair assorties et se tenaient la main. « Salut !» Maya fit un signe de la main en souriant. « Je m'appelle Maya. » Les filles ne répondirent pas. Elles ne sourirent pas. Elles ne bougèrent pas. Elles se contentèrent de la fixer avec ses yeux qui semblaient voir à travers elle. « Allez, viens, Maya, » dit Carla en entraînant sa fille. « Et ne dérange pas les filles. »« Mais j'ai juste dit bonjour, » protesta Maya, regardant toujours en arrière. Lorsqu'elles tournèrent au coin du couloir, Maya tira sur la manche de l'uniforme de Martha. « Pourquoi ne m'ont-elles pas parlé ?» Martha hésita, puis à voix basse, elle répondit,
Elle ne parle à personne, ma chérie. Jamais. Maya fronça les sourcils, confuse. Pourquoi? On n'est pas sûr. Après la mort de leur mère, elles ont juste arrêté. Les médecins disent qu'il n'y a rien de physique. C'est quelque chose là-haut. Martha se toucha la tempe. Alors, ne t'attends pas à ce qu'elle parle, d'accord? Il vaut mieux ne même pas essayer. Mais pour Maya, n'essaie pas signifiait essaie encore plus fort. Elle se mordit la lèvre, pensive. Des filles qui ne parlaient pas. C'était très triste. Tout le monde devrait pouvoir parler, chanter et rire. Pendant le déjeuner, Maya ne pouvait s'empêcher de penser aux filles silencieuses. En mangeant dans la cuisine avec le reste du personnel, elle entendit des bribes de conversation sur la famille Thornwood. Pauvre homme, il ne s'en est jamais remis. Elle devrait envoyer les filles dans une école spécialisée. On dit qu'elle communique par télépathie, comme si elle n'était qu'une seule personne. Madame Thornwood était si différente, si pleine de vie. Robert, le jardinier, un homme au visage buriné par le soleil, remarqua l'intérêt de la fillette. Curieuse à propos des jumelles, petite? Maya hocha la tête en mâchant son sandwich. Ne perds pas ton temps. Elles sont muettes. Ils ont tout essayé. Des médecins de la ville, des traitements coûteux, même l'hypnose. Rien ne marche. Elles vivent dans leur propre petit monde. Maya avala son morceau de sandwich, sans hésiter, déclara à voix haute, « Je sais comment les faire parler. » Toute la cuisine se tut. Certains membres du personnel échangèrent des regards. D'autres sourirent avec pitié. La petite Maya, avec sa robe jaune et ses tresses en désordre, avait l'air si déterminée qu'on aurait presque pu la croire. Mais personne n'eut le temps de répondre car à ce moment précis, Harrison Thornwood entra dans la cuisine. Il y apparaissait rarement. Le personnel se leva immédiatement, nerveux en présence de leur employeur. Harrison était un homme grand, aux larges épaules et à l'expression sévère. Ses cheveux sombres montraient déjà des mèches grises aux tempes, et son visage semblait taillé dans la pierre, beau mais froid. « Martha, nous devons discuter du menu pour le dîner d'affaires de la semaine prochaine, » commença-t-il. Mais il remarqua alors la présence de Carla et Maya. « Vous devez être la nouvelle gouvernante. »« Oui, monsieur. Carla Morale. Et voici ma fille, Maya. » Harrison regarda la fillette un instant. Il y eut quelque chose dans ses yeux qui disparut aussi vite qu'il était apparu. « J'espère qu'elle ne causera aucun problème. »« Je ne cause pas de problème, » protesta Maya, ignorant le regard d'avertissement de sa mère. « Je veux juste jouer avec vos filles. Je peux les faire parler, vous savez. » Le silence dans la cuisine devint encore plus lourd. Le visage de Harrison se durcit. « C'est impossible, » dit-il, sa voix si froide qu'elle semblait geler l'air autour de lui. « Ne dérangez pas mes filles avec vos jeux. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et quitta la cuisine, laissant tout le monde dans un silence inconfortable. « Maya, » murmura Carla, mortifiée. « Que t'ai-je dit sur le fait de taire? Je vais perdre mon travail avant même d'avoir commencé. » Maya croisa les bras. « Pas du tout, désolé. Mais je peux, maman. Je sais que je peux. Elles ont juste besoin d'une amie. » Après le déjeuner, tandis que Carla commençait son travail en nettoyant la bibliothèque, Maya fut autorisée à rester dans le jardin tant qu'elle ne s'aventurait pas à explorer la propriété. « Et n'essaie pas de trouver les filles, » l'avertit Carla. « Promis. »« Promis, » répondit Maya, les doigts croisés dans le dos. L'arrière-cour était immense avec des pelouses parfaitement entretenues, des parterres de fleurs et une fontaine centrale. La pluie avait cessé, laissant l'air propre et frais. Maya trouva un morceau de craie colorée dans sa poche. Elle en avait toujours un sur elle et commença à dessiner sur le chemin de pierre. Elle dessina une maison avec une cheminée, un soleil souriant, des fleurs géantes, puis elle se mit à chanter en dessinant. C'était une chanson inventée sur une fille qui vivait sur un nuage et avait un chaton en coton. Tout là-haut dans le ciel vit une petite fille, sur un doux nuage qui tourbillonne. Elle a un chaton doux et blanc, qui ronronne une chanson de toutes ses forces. Maya chantait fort, sa voix enfantine flottant dans le jardin. Elle faisait de grands gestes avec ses bras. De temps en temps, elle faisait une pirouette, dispersant de la craie colorée autour d'elle. Elle était si absorbée par son monde qu'elle ne remarqua pas les yeux qui l'observaient depuis la fenêtre du deuxième étage. Deux filles identiques, côte à côte, fixant intensément la petite silhouette colorée qui chantait dans le jardin. Les jours suivants établirent une routine. Carla nettoyait l'immense manoir, une tâche qui semblait sans fin, tandis que Maya restait dans le jardin à dessiner, chanter, parler aux fleurs et aux oiseaux qui se posaient près d'elle.
Êtes-vous déjà allé sur la Lune? Demandait-elle au moineau. Je veux y aller un jour. Je vais construire une fusée en boîte de carton et y voler. J'apporterai des biscuits pour les astronautes. Le troisième jour, Maya réalisa qu'elle était observée. Les jumelles étaient aussi dans le jardin, assises sur un banc de pierre à une distance respectable. Elle la regardait avec ses yeux bleus clairs qui ressemblaient à deux étangs calmes. Maya sentit son cœur s'emballer d'excitation. C'était la première fois qu'elle les voyait hors de la maison. Elle sourit et fit un signe de la main. Les filles ne répondirent pas, mais elles ne partirent pas non plus. Elles restèrent là, à regarder. C'était un progrès, pensa Maya. Un tout petit progrès. Le quatrième jour, Maya apporta ses propres jouets dans le jardin. Une poupée de chiffon que sa grand-mère avait faite, des blocs colorés et un livre d'histoire avec des images. Elle savait que les jumelles viendraient. Et elles vinrent, s'asseyant cette fois un peu plus près que la veille. « Voici Rosita », expliqua-t-elle à voix haute, sachant que les jumelles pouvaient l'entendre. C'est une exploratrice. Elle est allée au fond de la mer et a trouvé une ville de poissons qui porte des chapeaux. Maya commença à raconter l'histoire, faisant des voix différentes pour chaque personnage, bougeant la poupée comme si elle plongeait vraiment. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil aux jumelles. Elles restaient silencieuses, mais leurs yeux suivaient chacun de ses mouvements. Maya était sûre d'y voir une lueur d'intérêt. « Voulez-vous voir le livre ?» demanda-t-elle en le tenant en l'air. « Il a de très belles images. » Les jumelles ne s'approchèrent pas, mais leurs regards se fixèrent sur le livre coloré. Maya décida de ne pas insister. Elle continua à jouer, parler et chanter comme si elle était parfaitement contente toute seule, mais en laissant toujours un espace pour qu'elle puisse se joindre à elle. Le cinquième jour, il plut de nouveau, et Maya resta sur le porche couvert. Elle dessina avec des craies de couleur sur le sol, créant un monde fantastique avec des dragons amicaux, des châteaux dans les nuages et des princesses courageuses. Elle parlait en dessinant, décrivant chaque élément avec enthousiasme. Et voici Sœur Grenouille, la grenouille géante. Il n'est pas méchant, il est juste confus. Il pense que le prince est une mouche géante. Quand la princesse lui expliquera qu'il n'est pas de la nourriture, Sœur Grenouille s'excusera. Les jumelles apparurent comme toujours. Cette fois à la porte du porche. Maya leur sourit. « Vous voulez dessiner aussi? J'ai plein de craies. » À sa grande surprise, Chloé, Maya avait appris à les distinguer grâce à un petit grain de beauté que Chloé avait près de l'œil droit, fit un pas en avant. Dans sa main, elle tenait un dinosaure en peluche vert. Maya contint son excitation. Elle agit comme si c'était la chose la plus normale du monde. « C'est ton dinosaure? Il est super cool. Tu veux le dessiner dans mon monde magique ?» Chloé ne répondit pas, mais elle s'approcha un peu plus. Après un moment d'hésitation, elle s'assit à une distance respectable de Maya et posa le dinosaure sur le sol entre elles. Emma resta à la porte, observant, les yeux un peu plus grands que d'habitude. Maya continua de dessiner et de parler, incluant maintenant le dinosaure dans son histoire. Alors, le dragon bleu a rencontré le dinosaure vert qui était le gardien de la forêt enchantée. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde et ont voyagé ensemble pour sauver les licornes. Le sixième jour, les deux jumelles s'approchèrent. Maya construisait une ville avec des blocs quand elles arrivèrent, chacune tenant un jouet. Chloé avec son dinosaure, Emma avec une licorne blanche. « Salut », sourit Maya. « Voulez-vous jouer? Construire une ville pour les animaux ?» Encore une fois, pas de réponse verbale, mais à son grand plaisir, elles s'assirent toutes les deux près d'elle. Emma, un peu plus prudente que sa sœur, resta un peu plus loin. Maya continua de parler, incluant leurs jouets dans le jeu. Ça peut être la maison du roi vert. Et ici, sur la colline, c'est le château de la licorne magique qui garde tous les rêves des enfants. Progressivement, Chloé commença à bouger son dinosaure comme si elle participait silencieusement à l'histoire. Elle le poussa près d'un des blocs que Maya avait identifié comme la boulangerie. Emma se contentait de regarder, mais ses yeux avaient maintenant une lumière différente. Lorsque Carla vint chercher Maya à la fin de la journée, elle fut surprise de voir les trois filles assises ensemble. Les jumelles se levèrent immédiatement et coururent à l'intérieur de la maison en voyant un adulte approcher. « Maya, tu jouais avec les filles Thornwood ?» demanda Carla, stupéfaite. « Oui, elles sont gentilles, juste très silencieuses. Le dinosaure de Chloé a visité la boulangerie aujourd'hui. Est-ce que Monsieur Thornwood est au courant ?» Maya haussa les épaules. « Je ne sais pas. Elles sont juste venues jouer avec moi. » Le septième jour, Maya apporta du papier et des crayons de couleur. Elle les étala sur le sol du porche et commença à dessiner.
Les jumelles ne tardèrent pas à apparaître. Aujourd'hui, un peu plus vite que les jours précédents. Vous voulez dessiner? Proposa Maya, poussant quelques feuilles de papier vers elle. Aujourd'hui, je vais dessiner une fusée pour aller dans les étoiles. Qu'est-ce que vous allez dessiner? À sa grande surprise, elles s'assirent toutes les deux et prirent du papier et des crayons. Elles se mirent à dessiner, concentrées. Maya continua de parler, racontant des histoires de voyages spatiaux et d'amitiés intergalactiques, posant des questions auxquelles elle ne s'attendait pas à avoir de réponse. Et puis quelque chose d'incroyable se produisit. Emma brandit son dessin, une maison avec une famille devant, et le montra à Maya. « Wow, c'est magnifique !» s'exclama Maya. « C'est ta maison, et c'est toi ?» Emma ne répondit pas avec des mots, mais elle hocha légèrement la tête. C'était la première fois qu'elle répondait directement à une question. Chloé, voyant l'interaction, brandit également son dessin. Un jardin plein de fleurs colorées avec des papillons volants et le soleil brillant au-dessus. « Le tien est incroyable aussi, Chloé. Tu dessines les fleurs mieux que moi. On dirait qu'on peut les sentir. » Un sourire, petit, presque imperceptible, apparut sur le visage de Chloé. C'était comme voir le soleil se lever dans un pays qui avait été dans l'obscurité pendant des années. De la fenêtre de son bureau, Harrison observait la scène avec incrédulité. Ses filles, qui ne s'approchaient de personne d'autre qu'elle-même, étaient assises avec cette fille inconnue. Elle lui montrait leurs dessins. Elle répondait, à leur manière. Est-ce que Chloé souriait? Il ne pouvait pas le comprendre. Des médecins, des thérapeutes, des spécialistes, personne n'avait réussi ce que cet enfant semblait accomplir en une seule semaine. C'est juste un jeu, se murmura-t-il. Ça ne veut rien dire. Mais en regardant les trois filles dessiner ensemble, leurs têtes rapprochées, partageant crayon et histoire, même si deux d'entre elles ne parlaient pas, Harrison ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une étincelle d'espoir. Le silence qui avait dominé le manoir pendant si longtemps commençait, très lentement, à changer de forme. La nouvelle que les jumelles Tornwood passaient du temps avec la fille de la nouvelle gouvernante se répandit rapidement parmi le personnel du manoir. Certains trouvaient amusante la persistance enfantine de Maya face au silence des filles. D'autres ressentaient un pincement d'espoir. Martha, la gouvernante, observait avec une curiosité prudente, ne disant rien à M. Tornwood. En un peu plus de 2 semaines, les jeux dans le jardin étaient devenus partie intégrante de la routine de la maison. Les jumelles apparaissaient désormais ponctuellement après le déjeuner, comme si elles avaient un rendez-vous important. Elles ne se contentaient plus de s'asseoir et de regarder. Elles participaient, à leur manière silencieuse, aux histoires et aux jeux que Maya inventait. Par un après-midi ensoleillé, Maya apporta quelque chose de nouveau sur le porche. Un jeu de mime que sa mère avait improvisé avec des cartes faites de vieux cartons. Chaque carte avait un dessin simple, un chien, une fleur, un nuage, une balle. « Voici comment on joue », expliqua Maya, assise en face des jumelles. On pioche une carte, on regarde le dessin sans le montrer aux autres, et on fait des gestes pour que les autres devinent ce que c'est. Interdit de parler. Elle sourit en disant la dernière partie, comme si c'était un avantage pour Chloé et Emma. Elle piocha la première carte, la regarda discrètement et commença à faire des gestes. Elle mit ses mains sur les côtés de sa tête comme de longues oreilles et sauta sur place. Emma fronça les sourcils, se concentrant. Chloé pencha la tête sur le côté. Aucune des deux ne réagit immédiatement. « C'est un lapin », révéla Maya après quelques secondes, montrant la carte. « Voulez-vous essayer ? C'est facile. » Maya tendit le paquet de cartes à Emma, qui était plus proche. La fillette blonde hésita, ses yeux bleu clair allant de Maya aux cartes et de nouveau à Maya. « C'est bon », l'encouragea Maya. « Tu veux ça ?» Elle rapprocha un peu les cartes d'Emma avec un geste d'offrande. C'était la première fois que Maya tentait consciemment une communication non verbale. Quelque chose changea dans le regard d'Emma. Elle étendit sa petite main, prit le paquet de cartes, en tira une du dessus et la regarda attentivement. Maya attendit, retenant presque son souffle. Chloé observait sa sœur, immobile. Après un moment, Emma se leva. Elle resta immobile une seconde, puis commença à bouger ses bras sur les côtés, lentement, comme si c'était des ailes. « Un oiseau » s'exclama Maya en applaudissant. « Tu fais un oiseau, n'est-ce pas ?» Emma hocha la tête, un petit sourire apparaissant sur son visage. Elle montra la carte. Dessus, il y avait un oiseau bleu. Maya applaudit avec enthousiasme. « Tu es si douée pour ça. Maintenant, c'est au tour de Chloé. » Chloé, toujours un peu plus audacieuse que sa sœur, n'hésita pas autant. Elle prit une carte,
après l'avoir regardé, se mit à faire semblant de manger quelque chose de long. Une banane, devina immédiatement Maya. Super travail, Chloé. Le jeu continua pendant près d'une heure. Les jumelles se relayaient, devenant de plus en plus à l'aise avec les gestes. Maya réalisa que pour elle, le jeu de mime n'était pas seulement un jeu. C'était comme si une porte s'était ouverte. Pour la première fois, elles avaient un moyen de communiquer avec quelqu'un d'autre qu'entre elles. Les jours suivants, Maya commença à intégrer plus de gestes dans ses interactions. Elle pointait du doigt les choses, faisait des expressions exagérées, utilisait ses mains pour décrire les formes et les tailles, et à son grand plaisir, les jumelles commencèrent à répondre de la même manière. Quand Maya montrait un nouveau dessin, elle le pointait et disait « Regardez ce dessin. Vous aimez ?» Et maintenant, les filles hochaient ou secouaient la tête. Quand elle offrait un crayon de couleur, elle demandait « Tu veux ça ?» Et elle tendait la main ou refusait d'un geste subtil. Un jour, en construisant un château de blocs, Maya suggéra « Faisons-le ensemble. Tu poses un bloc, puis j'en pose un. » Pour le démontrer, elle posa un bloc rouge par terre, puis désigna Chloé. La fillette prit un bloc bleu et le plaça à côté du rouge. Maya sourit et en plaça un autre. Puis Emma se joignit à elle et bientôt, elles construisaient toutes les trois en parfaite synchronisation, sans avoir besoin d'instructions verbales. Un après-midi, alors qu'elles coloriaient ensemble, Maya vit que le crayon jaune d'Emma était cassé. Sans un mot, Maya sortit un taille-crayon de sa poche et tendit la main à Emma avec un regard interrogateur. Emma lui tendit le crayon cassé. Maya le tailla et le lui rendit en souriant. Emma hocha la tête en signe de remerciement. Cela semblait si simple, mais pour la petite Maya, c'était une révélation. Elle pouvait communiquer. Elle pouvait se comprendre même sans mots. Les jumelles avaient un monde de silence, mais ce monde avait maintenant des ponts. Carla remarqua le changement chez sa fille. Maya parlait moins pendant leur jeu, utilisait plus ses mains, prêtait plus attention aux expressions faciales. C'était comme si elle avait appris une nouvelle langue. « Est-ce que les filles te comprennent quand tu utilises des gestes ?» demanda Carla un soir en aidant Maya à se préparer pour le lit. « Oui, et elles me répondent aussi. Chloé sourit beaucoup maintenant et Emma me tient parfois la main. » « Et elles ne parlent toujours pas ?» Maya haussa les épaules. « Je ne pense pas qu'elles aient besoin de parler. Elles communiquent d'une manière différente. » Carla regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Comment une enfant de 5 ans pouvait-elle comprendre quelque chose que les adultes ne pouvaient pas? Un jour, en jouant au restaurant avec des assiettes en plastique et de la nourriture imaginaire, Maya servit de la soupe aux jumelles. « C'est chaud. Faites attention, » avertit-elle en soufflant de manière spectaculaire sur la soupe imaginaire. À sa grande surprise, Chloé imita le geste, soufflant sur sa propre soupe. Emma fit de même. Puis elles firent toutes les deux semblant de boire avec des gestes identiques. Et puis Chloé fit quelque chose d'inattendu. Elle porta sa main à sa bouche puis la tendit vers l'avant comme pour envoyer un baiser. Maya comprit immédiatement. « De rien. Je suis contente que vous ayez aimé la soupe. » Harrison Thornwood avait commencé à observer les jeux plus souvent depuis la fenêtre de son bureau ou du couloir donnant sur le jardin. Il observait l'interaction entre les trois. Au début, il se disait qu'il vérifiait juste que Maya ne dérangeait pas ses filles, mais il dut bientôt admettre qu'il était fasciné. Cet après-midi-là, alors qu'il les regardait dans le jardin, Martha apparut à côté de lui. « Elles ont l'air heureuses, n'est-ce pas, monsieur ?» Harrison ne répondit pas tout de suite. Les trois filles étaient assises en cercle, se passant un ours en peluche, chacune faisant un geste différent quand elle le tenait. Chloé le serrait dans ses bras. Emma le berçait comme un bébé. Maya le faisait danser. Elle communique. Oui, dit-il finalement, la voix basse. Sans mots. Mais, monsieur, il se passe quelque chose là. Martha hocha la tête. La petite Maya a un don. Elle n'essaie pas de les forcer à parler. Elle a juste trouvé un moyen d'entrer dans leur monde. Harrison fronça les sourcils, pensif. Combien de spécialistes avaient essayé de faire parler ces filles? Combien d'exercices, de thérapies, de traitements? Et maintenant, une enfant de 5 ans avait trouvé un moyen de se connecter avec elles en acceptant simplement leur silence. Vous devriez vous joindre à elle un de ces jours, suggéra Martha dans un rare moment d'audace. Harrison la regarda, surpris. L'idée de participer au jeu lui semblait absurde. Il était un homme d'affaires sérieux et occupé. Il n'avait pas le temps pour les jeux d'enfants. Mais cette nuit-là, après le dîner silencieux habituel, Harrison trouva les jumelles dans leur chambre, assises par terre. Entre elles se trouvait un dessin.
Il s'approcha pour le voir. C'était une scène du jardin avec 3 petites silhouettes, clairement Maya, Chloé et Emma. Mais il y avait une 4e silhouette plus grande sur le côté, un homme aux cheveux noirs, qui observait. Harrison sentit une boule dans sa gorge. Elle l'avait dessiné. Elles avaient remarqué sa présence. Même quand il pensait être discret. Emma leva les yeux et le vit là. Pendant un instant, Harrison pensa qu'elle allait s'enfuir, comme elle le faisait toujours quand il s'approchait trop. Mais elle ne bougea pas. Elle le regarda simplement avec ses yeux si semblables à ceux d'Elela Nena. Lentement, avec hésitation, Harrison tendit la main et montra la silhouette le représentant sur le dessin. Puis il se désigna lui-même d'un regard interrogateur. Emma hocha la tête. C'était un geste simple, un hochement de tête. Mais pour Harrison, c'était comme si quelque chose s'était brisé en lui. Un mur, une barrière qu'il avait construite lui-même après la mort d'Elela Nena. Chloé, remarquant l'interaction, se leva et, à l'étonnement complet de Harrison, lui prit la main. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Elle n'avait jamais initié de contact physique avec lui depuis que le silence avait commencé. La fillette le tira doucement, l'invitant à s'asseoir avec elle. Harrison hésita une seconde, puis, avec une raideur qui trahissait son inconfort, s'assit par terre. Chloé prit un crayon et le lui tendit. Harrison regarda le crayon, puis le dessin, et comprit. Elle voulait qu'il ajoute quelque chose à l'image. D'une main tremblante, il dessina un soleil dans le coin du papier. Ce n'était pas très réussi. Harrison n'avait pas dessiné depuis qu'il était enfant, mais les filles semblaient approuver. Emma applaudit silencieusement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Harrison embrassa ses filles pour leur dire bonne nuit, un geste simple qui en disait bien plus que n'importe quel mot. L'idée lui vint un dimanche matin alors que Maya regardait sa mère organiser leurs vêtements pour la semaine. Carla disposait tout en rangée parfaite, comme elle le faisait dans son ancien travail à la laverie. « Je veux organiser des choses aussi », dit Maya en balançant ses jambes, assise sur le lit. « Ah oui. Et qu'est-ce que tu veux organiser ?» demanda Carla, distraite. Maya réfléchit un instant, le regard perdu dans le vide. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. « Une école. Je vais faire une école pour les filles. » Le lendemain matin, avant même que Carla ne commence son travail au manoir, Maya était déjà dans le jardin, transportant son coffre à jouets. Le plan dans son esprit de 5 ans était simple et en même temps brillant. Elle choisit un endroit près de la fontaine où l'herbe était plus courte. Là, elle commença à disposer en cercle les élèves. 3 poupées de chiffon, 2 ours en peluche usés par le temps, et 5 pierres lisses qu'elle avait ramassées sur le chemin de gravier. « Vous êtes les élèves », expliqua-t-elle aux objets inanimés. « Et je suis la maîtresse. » Maya plaça une pierre plus petite devant le cercle. « Et ça, c'est le tableau. » Avec un bâton, elle dessina dans la terre ce qu'elle imaginait être l'alphabet. C'étaient des gribouillis sans signification, mais pour elle, ces lignes représentaient des lettres importantes que tout le monde devait apprendre. Quand les jumelles arrivèrent, Maya était déjà en plein milieu de sa première leçon. Elle portait un vieux foulard de sa mère comme un châle et avait une expression sérieuse, imitant sa maîtresse de maternelle. « Bonjour, les élèves », salua Maya Chloé et Emma comme si elle les avait attendus tout ce temps. « La classe a déjà commencé. Vous pouvez vous asseoir là-bas. » Elle désigna 2 espaces vides qu'elle avait laissés entre les élèves. Les jumelles échangèrent un regard, une communication silencieuse qu'elles avaient toujours. Puis, au grand plaisir de Maya, elles s'assirent aux endroits indiqués. « Aujourd'hui, nous allons apprendre les sons », annonça Maya avec le sérieux de quelqu'un qui enseigne quelque chose de vraiment important. « C'est facile. Vous allez voir. » Elle se tint devant le cercle, s'éclaircit la gorge comme elle avait vu les adultes le faire avant de dire quelque chose d'important, et commença « ba 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 ». Maya chantait, bougeant ses lèvres de manière exagérée pour que le mouvement soit bien visible. « Ba 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 ». Elle le répéta plusieurs fois, puis désigna les poupées une par une. « Maintenant, à vous. » Maya fit semblant que les poupées répondaient, les bougeant légèrement et imitant des voix aiguës. « Ba 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 ». Quand ce fut le tour des pierres, elle hocha simplement la tête comme si les pierres avaient fait un excellent travail en silence. Puis elle regarda Chloé et Emma avec attente dans les yeux. Les jumelles restèrent immobiles un instant. Puis Chloé, toujours la première à prendre un risque, bougea ses lèvres sans émettre de son. « Ba 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 ». Le cœur de Maya s'emballa, mais elle maintint sa posture de maîtresse. « Très bien, Chloé. Maintenant, toi, Emma. » Emma, plus hésitante, regarda d'abord sa sœur. Puis elle bougea aussi ses lèvres en silence.
Bah bah bah. Excellent, applaudit Maya. Vous êtes de très bonnes élèves. Le jeu continua. Maya introduisit de nouveaux sons. La la la, chanta-t-elle en exagérant le mouvement de sa langue. Les jumelles essayèrent de l'imiter, leurs lèvres bougeant avec plus de confiance maintenant. Toujours aucun son ne sortait, mais il y avait un effort, une intention, une tentative. Maya pouvait le voir dans leurs yeux. Elle voulait participer. Elle voulait apprendre. Co-co-co fut le son suivant. Maya fit une forme ronde avec sa bouche, montrant comment le son était produit. Chloé et Emma essayèrent. Leurs lèvres formèrent de petits cercles, essayant de copier le mouvement de Maya. Il n'y avait pas de son, mais leurs yeux suivaient chaque mouvement, absorbant tout avec un intérêt qu'elles n'avaient jamais montré avec les thérapeutes et les spécialistes. Vous vous en sortez très bien, encouragea Maya. Essayons encore un. Mama. Celui-ci était spécial pour Maya. Le son de son propre nom, le premier qu'elle avait appris bébé, selon sa mère. Les jumelles essayèrent de l'imiter. Maya remarqua qu'elles essayaient plus fort maintenant, avec plus de concentration. Les lèvres d'Emma tremblèrent un peu en essayant de former le M, mais toujours sans produire de son. La petite école de Maya continua pendant plusieurs jours. Chaque jour, elle introduisait de nouveaux sons, toujours en chantant sur un rythme joyeux, toujours avec des mouvements exagérés pour faciliter l'imitation. Et chaque jour, les jumelles semblaient plus impliquées, plus présentes. Un jour, Maya décida d'essayer quelque chose de plus difficile. Elle prit sa poupée préférée et dit « Apprenons à dire poupée ». Elle sépara clairement les syllabes, bougeant ses lèvres de manière définie. Les jumelles regardaient attentivement. Quand Maya eut fini, elles regardèrent toutes les deux la poupée, puis Maya. « Vous voulez essayer ? Poupée ?» Chloé fut la première, comme toujours. Elle bougea ses lèvres en essayant d'imiter poupée. Pas de son, juste le mouvement. Emma suivit son exemple, ses lèvres formant les syllabes en silence. « Très bien, » applaudit Maya. Maintenant, essayons un autre mot. Fenêtre. Elle montra la fenêtre du manoir visible depuis le jardin. Encore une fois, les jumelles bougèrent leurs lèvres en silence complet, mais avec une concentration qui montrait leur intérêt. Un matin, Maya apporta des cartes avec des dessins simples. Une balle, une maison, un chat. Sous chaque dessin, elle avait écrit les mots correspondant d'une écriture tremblante. « Nous allons apprendre des mots aujourd'hui », annonça-t-elle en montrant la première carte. Balle. C'est une balle. Elle prononça le mot lentement, le divisant en syllabes, comme elle l'avait vu dans une émission de télévision pour enfants. Les jumelles regardaient avec une attention totale. Maintenant, quand Maya leur demanda de répéter, elles bougèrent toutes les deux leurs lèvres, formant balle. La même chose se produisit avec maison et chat. Pour chaque mot, Maya chantait les syllabes, et les jumelles essayaient de l'imiter. Un de ces jours, en enseignant le mot balle, Maya remarqua quelque chose de différent. Quand Chloé regardait Maya parler, ses yeux s'illuminèrent d'une nouvelle manière, comme si elle comprenait vraiment ce que le mot signifiait. Maya était si excitée qu'elle faillit briser son personnage de maîtresse, mais elle garda son sang-froid et continua la leçon, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose se passait. Les sœurs essayaient, vraiment, de comprendre les mots à travers les expressions de Maya. À la fin de cette semaine, alors que les cours étaient devenus une partie de leur routine, Maya fit quelque chose de différent. Elle montra une carte avec un dessin de deux filles blondes se tenant la main. « Chloé et Emma », dit-elle en montrant le dessin. « Vous ». Les jumelles regardèrent la carte avec intérêt. Maya la leur tendit avec un crayon. « Regardez, j'ai fait un dessin de vous. » Ce fut la première fois que Maya vit un sourire complet sur le visage d'Emma. La fillette prit le crayon et écrivit quelque chose de tremblant sur la carte. Puis elle montra ce qu'elle avait écrit, son regard plein de sens. Maya se pencha pour voir. Emma avait écrit Maya en lettres maladroites. Elle avait dessiné une petite silhouette à côté avec des cheveux noirs comme ceux de Maya. À ce moment, alors que les trois étaient assis ensemble dans le jardin transformé en école, Maya était certaine que les jumelles n'imitaient pas seulement. Elles essayaient de trouver leur voix. Aucun son ne sortait, mais l'intention était là. Et ça, pour Maya, c'était le début de tout. « Vous êtes presque prête », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour elle. Vraiment, vraiment presque. Harrison Thornwood n'était pas un homme de changement. Depuis la mort d'Elela Nena, sa vie suivait un schéma rigide, presque mécanique. Réveil à 6 heures, café à 6h30,
Travail dans le bureau jusqu'au déjeuner, réunion l'après-midi, dîner à 19 h, toujours silencieux avec les filles qui ne parlaient jamais. Puis encore du travail tard dans la nuit. Les émotions étaient un luxe qu'il ne s'autorisait pas. Elles étaient dangereuses, incontrôlables. Il était plus facile de vivre sans elles, concentré uniquement sur les affaires et la routine. Mais ces dernières semaines, quelque chose était différent au manoir. Harrison le remarqua d'abord dans les petits détails. Un crayon de couleur oublié dans le couloir. Des traces de craie sur le porche que le personnel n'arrivait pas à nettoyer complètement. Des rires d'enfants résonnant dans le jardin. Un son qui n'avait pas été entendu dans cette maison depuis longtemps. Ce jeudi après-midi, Harrison avait annulé une réunion, un fait rare. Il se dit qu'il devait revoir certains contrats à la maison, but la vérité était autre. La curiosité, un sentiment qu'il avait presque oublié, commençait à le tarauder. Il se tenait sur le balcon de sa chambre, d'où il pouvait voir le jardin sans être facilement remarqué. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lumière dorée sur la pelouse bien entretenue, et elles étaient là, ses filles et la petite Maya, assises en cercle. La scène elle-même était déjà extraordinaire. Chloé et Emma passaient rarement du temps avec d'autres enfants. Lors des quelques tentatives que Harrison avait faites des années auparavant, en les emmenant dans des parcs ou à des fêtes d'enfants, elles restaient isolées, se tenant la main, observant le monde de loin avec leurs yeux identiques et vides. Mais là, dans le jardin du manoir, ces filles étaient assises près d'une autre enfant, apparemment engagée dans une sorte de jeu. Harrison se pencha légèrement, essayant de comprendre ce qu'elle faisait. Maya était debout, gesticulant avec excitation, tenant une carte colorée. Elle parlait avec enthousiasme, bien que Harrison ne puisse pas entendre les mots. Puis, à sa grande surprise, il vit Chloé sourire. Un sourire sincère qui illumina son petit visage, si semblable à celui d'Elela Nena. Harrison sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un serrement, une pression qui n'était pas désagréable, mais déconcertante par sa nouveauté. Depuis combien de temps n'avait-il pas souri comme ça? Des années. Il continua à regarder, maintenant complètement absorbé. Maya montra une autre carte, dit quelque chose, et puis Harrison eut du mal à en croire ses yeux. Emma essaya de bouger ses lèvres comme pour répéter ce que Maya avait dit. Il n'y avait pas de son, bien sûr. Ces filles ne faisaient jamais de son, mais il y avait une tentative. Il y avait une intention. Il se souvint des innombrables thérapeutes, des spécialistes coûteux, des techniques innovantes. Rien n'avait fonctionné. Et maintenant, cette fillette de 5 ans, la fille d'une gouvernante, réussissait ce que des milliers de dollars de traitement n'avaient pas réussi. Harrison resta là, immobile, pendant près d'1 heure. Il les vit dessiner ensemble, échanger des cartes, sourire. Il vit Chloé essayer de copier le mouvement des lèvres de Maya plusieurs fois. Il vit Emma, toujours plus réservée, observer attentivement et finalement essayer aussi. Alors que le soleil commençait à se coucher, Carla apparut dans le jardin pour récupérer Maya. Les jumelles se levèrent immédiatement, comme elles le faisaient toujours quand un adulte s'approchait, mais au lieu de courir à l'intérieur, comme c'était leur coutume, elles reculèrent simplement de quelques pas et regardèrent Maya rassembler son matériel. Harrison vit Maya faire un signe de la main joyeux à ses filles. Et autre moment surprenant, il vit Emma lui répondre, un petit mouvement timide de la main. Il descendit les escaliers lentement, se sentant étrangement désorienté, comme s'il venait de se réveiller d'un long sommeil. Dans le hall d'entrée, il trouva Carla, qui supervisait Maya rangeant ses crayons et ses papiers dans une boîte colorée. « Madame Morale » appela-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Carla se retourna vivement, surprise. « Monsieur Thornwood. Puis-je vous parler un instant ?» Il indiqua le bureau voisin. « Bien sûr, monsieur. » Carla ajusta nerveusement son uniforme. « Maya, ma chérie, attends ici. » Dans le bureau, Harrison ne s'assit pas, ni n'offrit de siège à Carla. Il resta debout, les mains dans les poches, essayant de paraître décontracté tout en formulant la question qui ne le quittait pas. « Votre fille passe beaucoup de temps avec Chloé et Emma. »« Oui, monsieur. » Carla semblait appréhendée. « J'espère que ce n'est pas un problème. Maya les aime beaucoup. »« Ce n'est pas un problème, » répondit rapidement Harrison, puis après une pause. « En fait, je suis curieux. Qu'est-ce qu'elles font là-dedans ? » ?»« Elles jouent, monsieur. Maya a installé une petite école. Elle adore jouer à la maîtresse. »« Et mes filles, participent-elles ? » ?»« Oui, monsieur. À leur manière. » Harrison se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin maintenant vide, baigné par la lumière orangée du crépuscule. Il sentit une boule dans sa gorge. Il ne pouvait pas l'expliquer.
Ont-elles toujours été comme ça ? Demanda-t-il finalement sans se retourner. Comment, monsieur ? Interactive, engagée avec votre fille. Carla hésita un instant, choisissant ses mots. Jamais, dit-elle finalement. Maya dit qu'au début, elle ne faisait que regarder. Il a fallu des jours pour qu'elle s'approche. Mais maintenant, c'est différent. Maya a fait changer quelque chose. Harrison resta silencieux quelques secondes, traitant ses mots. Maya a fait changer quelque chose que lui, leur père, n'avait pas réussi à faire en 3 ans. Je vois, dit-il finalement. Merci, Madame Morale. Vous pouvez y aller. Quand Carla partit, Harrison resta immobile, regardant le jardin. Il se souvint de Chloé souriant, d'Emma faisant un signe de la main. De petits gestes qui seraient anodins pour n'importe quel autre enfant, mais qui pour ces filles représentaient quelque chose de monumental. Ce soir-là, le dîner fut comme d'habitude, silencieux, avec les jumelles assises côte à côte, regardant surtout leurs assiettes. Mais Harrison ne pouvait s'empêcher de les observer, cherchant des signes de la joie dont il avait été témoin plus tôt. À un moment donné, lorsque Martha servit le dessert, du pudding à la vanille, le préféré des filles, Harrison vit Chloé regarder Emma et sourire légèrement. Un sourire complice, comme si elle partageait un secret. Et peut-être en partageait l'un. Le secret des après-midi dans le jardin avec Maya, le secret des jeux, des dessins, des tentatives de former des mots avec leurs lèvres. Harrison ressentit pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qu'il avait oublié comment ressentir. L'espoir. C'était un sentiment fragile, presque douloureux dans son intensité. Il ne voulait pas s'y accrocher, craignant la déception. Mais il était là, grandissant lentement. Plus tard, quand il alla voir les filles avant de dormir, un rituel qu'il maintenait bien qu'il interagisse rarement vraiment avec elles pendant ces moments, il les trouva déjà au lit, mais encore éveillées. Elles le regardèrent quand il entra, et Harrison eut l'étrange sensation qu'elles attendaient quelque chose. « Bonne nuit », dit-il comme toujours. À sa grande surprise, elles hochèrent toutes les deux légèrement la tête en parfaite synchronisation. Un accusé de réception, une réponse. Harrison sentit un serrement dans sa poitrine. Ce petit geste, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il quitta la chambre et ferma la porte lentement, appuyant son front contre le bois frais un instant. Maya a fait changer quelque chose, avait dit Carla. Et elle avait raison. Pour la première fois en 3 ans, Harrison s'autorisa à imaginer un avenir différent. Un avenir où ses filles pourraient sourire davantage, interagir davantage, peut-être même parler. Il secoua la tête, réprimant cette dernière pensée. Il ne voulait pas s'emballer. Mais peut-être, juste peut-être, que la lumière qu'il avait vue dans les yeux de ses filles cet après-midi n'était pas seulement le reflet du soleil couchant. Peut-être que c'était le début de quelque chose de nouveau. L'automne était arrivé, apportant une nouvelle palette de couleurs au jardin du manoir de Thornwood. Des feuilles jaunes et oranges couvraient la pelouse, créant un tapis naturel sur lequel Maya aimait marcher, les faisant craquer sous ses pieds. Les après-midi étaient plus frais, mais encore assez agréables pour jouer dehors. La routine des 3 filles était déjà établie. Chaque jour après le déjeuner, Chloé et Emma apparaissaient dans le jardin, moins hésitantes à chaque fois, plus impatientes de leur rendez-vous. Maya les attendait toujours avec quelque chose de nouveau, un jeu, une histoire, un dessin à colorier. Ces dernières semaines, Harrison avait changé sa propre routine sans l'admettre à personne. Il annulait des réunions moins importantes, déléguait des tâches qu'il insistait auparavant pour faire lui-même. Tout ça pour pouvoir observer depuis le balcon ou la fenêtre de son bureau les interactions de ses filles avec la petite Maya. Cet après-midi-là, le ciel était d'un bleu exceptionnel, sans un seul nuage en vue. Harrison décida de laisser la porte de son bureau ouverte pour mieux entendre ce qui se passait dans le jardin en contrebas. Les bruits des enfants jouant, principalement la voix excitée de Maya, montaient jusqu'à lui, créant une bande-son étrangement réconfortante pour son travail. En bas, Maya avait apporté du papier de couleur et des ciseaux de sécurité. Elle apprenait aux jumelles à faire des papillons en papier. Ses petits doigts pliaient le papier avec soin, marquant les plis dans les couleurs vives. Comme ça. Regardez. Pliez ici, puis ici, expliquait Maya, montrant le processus étape par étape. Et quand vous ouvrez, ça ressemble à un papillon. Chloé et Emma regardaient avec une attention totale, leurs yeux clairs suivant chaque mouvement. Quand Maya ouvrit son papier, révélant un papillon bleu, les jumelles sourirent à l'unisson. Maintenant, à vous, encouragea Maya en tendant des feuilles de couleur à chacune. Les 3 travaillèrent en silence pendant quelques minutes, concentrés sur la tâche.
Maya, toujours bavarde, se mit alors à fredonner doucement en pliant un autre morceau de papier. C'était une chanson pour enfants que sa grand-mère lui avait apprise. Brille, brille, petite étoile. Sa voix était douce et claire, flottant dans l'air de l'après-midi comme les papillons même qu'elle créait. Je me demande bien ce que tu es. Maya continua la chanson, hochant la tête au rythme. À sa grande surprise et à son grand plaisir, elle vit que Chloé et Emma avaient arrêté de plier leur papier et la regardaient maintenant avec fascination. Leurs yeux brillaient d'une manière différente. Encouragée par leur attention, Maya continua à chanter, maintenant avec plus d'enthousiasme, faisant voler son papillon en papier pendant qu'elle chantait, au-dessus du monde si haut, comme un diamant dans le ciel. Quand elle termina la chanson, quelque chose d'incroyable se produisit. Les jumelles se mirent à applaudir. Ce n'était pas un applaudissement ordinaire, mais un geste enthousiaste, presque urgent, comme si elles en demandaient plus. « Vous avez aimé ça ?» demanda Maya, bien que la réponse fût évidente. Elles hochèrent toutes les deux la tête vigoureusement, leurs yeux la suppliant de continuer. Maya chanta la chanson une fois de plus, et cette fois elle remarqua que les jumelles bougeaient légèrement leurs lèvres, comme si elles essayaient de suivre en silence. C'était la première fois qu'elle les voyait faire ça, essayer de répéter des mots, même sans son. Sentant que quelque chose d'important se passait, Maya prit l'étoile en papier qu'elle avait faite et la tint devant elle. Essayons de dire ce que c'est. C'est une petite E accent aigu toile. Elle prononça chaque mot clairement, montrant l'étoile en papier pendant qu'elle parlait. Les jumelles regardaient, complètement absorbées. Maya répéta, petite E accent aigu toile. Puis Maya regarda directement Chloé, l'encourageant avec ses yeux. Allez, essaie. Pete. Il y eut un moment de silence absolu dans le jardin. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Chloé ouvrit la bouche, hésita, puis « P ». Le son était presque inaudible, un murmure minimal, mais c'était un vrai son. La première syllabe que Chloé avait prononcée en 3 ans. Maya se figea une seconde, croyant à peine ce qu'elle venait d'entendre. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas montrer trop de choc ou de surprise. Cela pourrait effrayer Chloé. Au lieu de cela, elle sourit et hocha la tête comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Très bien. Et qu'est-ce qui vient après? Toile. Toile. La voix d'Emma émergea, aussi silencieuse que celle de sa sœur, mais parfaitement audible dans le silence du jardin. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle cligna rapidement des yeux pour les repousser. Parfait. Emma. Petite E accent aigu toile. Les jumelles se regardèrent, quelque chose passa entre elles. Peut-être la surprise, peut-être la joie, peut-être la peur. Puis, ensemble, elles essayèrent de nouveau. Toile. Encouragée par le succès, Maya prit un autre papier où elle avait dessiné un ciel nocturne. Et où est la petite étoile? Là-haut dans le ciel. Les filles regardèrent le dessin. Après un moment, Chloé murmura « Ciel ». Emma compléta « Elle ». Maya ne put contenir sa joie. Elle applaudit et sauta sur place. « Vous l'avez fait. Vous avez parlé. » Dans son bureau, Harrison avait complètement arrêté de travailler. Ses oreilles avaient capté quelque chose de différent venant du jardin. Ce n'était pas seulement la voix de Maya. Il y avait d'autres sons, faibles, hésitants, mais définitivement là. Des sons qui ne devraient pas exister. Il se leva de sa chaise si brusquement qu'il faillit la renverser. Il se dirigea rapidement vers la fenêtre, essayant d'avoir une meilleure vue de ce qui se passait en bas. Les 3 filles étaient assises en cercle avec des papiers de couleur autour d'elles. Maya parlait avec enthousiasme, montrant quelque chose à ses filles. Puis il l'entendit de nouveau. P. La voix était minuscule, presque un souffle. Mais Harrison la reconnut immédiatement comme appartenant à Chloé. Son cœur s'arrêta une seconde. Toile. Maintenant, c'était Emma. Sa voix tout aussi fragile mais indubitablement réelle. Harrison sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya sur le rebord de la fenêtre, incapable de croire ce que ses oreilles entendaient. Ses filles parlant, faisant des sons. Après des années de silence absolu. Il ferma les yeux un instant, essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de le submerger. Il se souvint de tous les spécialistes qui étaient passés par le manoir, de tous les traitements que les filles avaient subis. Il se souvint du dernier neurologue, un homme renommé de Vienne, qui avait dit avec regret « Le blocage est profond, Monsieur Thornwood. Peut-être devrions-nous envisager la possibilité qu'elle ne parle plus jamais. » Et maintenant,
Voici ses filles essayant de prononcer des syllabes à cause d'une simple comptine et d'une fillette de 5 ans. Sans réfléchir, il quitta son bureau et descendit les escaliers presque en courant. Martha, qui passait dans le hall avec un plateau, le regarda avec surprise. « Monsieur Thornwood, tout va bien ?» Harrison ne répondit pas. Il n'aurait pas pu expliquer ce qu'il ressentait à ce moment-là. Il continua son chemin, sortit dans le jardin, marchant rapidement sur la pelouse jusqu'à l'endroit où les filles jouaient. Maya fut la première à le remarquer. Elle leva les yeux et sourit. « Bonjour, monsieur Thornwood. » Chloé et Emma se tournèrent en même temps, leurs yeux s'écarquillèrent légèrement à la vue de leur père, mais à la surprise de Harrison, elles ne se levèrent pas pour s'enfuir comme elles le faisaient habituellement lorsque des adultes approchaient. Harrison s'arrêta à quelques mètres, soudainement incertain. Que devait-il dire? Comment devait-il agir? Il ne voulait pas les effrayer. Ne voulait pas briser ce qui était en train de se passer. « J'ai entendu, » commença-t-il, la voix rauque. « J'ai cru entendre. » Maya, sentant son hésitation, sourit encore plus largement. Chloé et Emma apprennent à dire petite étoile. « Vous voulez voir ?» Avant que Harrison ne puisse répondre, Maya brandit son étoile en papier et regarda Chloé. « Petite. » Il y eut un moment de silence tendu. Harrison retint son souffle. Puis Chloé regarda son père, comme pour demander la permission, et murmura « P.E. » Le son frappa Harrison comme une onde de choc. Il sentit l'impact dans sa poitrine, dans sa gorge, derrière ses yeux. C'était la voix de sa fille, la voix qu'il n'avait pas entendue depuis 3 longues années. Puis, comme pour ne pas être en reste, Emma regarda aussi son père et produisit son propre son. Toile. Harrison resta complètement immobile. Ce n'était pas seulement du son. C'était le début de la parole. Ses filles essayaient de parler. Après tant de spécialistes, tant de traitements, tant de tentatives infructueuses. Elle parlait, pour cette fillette de 5 ans et ses papiers de couleur. Il s'agenouilla lentement pour se rapprocher de la hauteur des enfants. Les mots lui manquaient. Que pouvait-il dire? Comment pouvait-il exprimer la tempête d'émotions qui le traversait à ce moment-là? Maya, avec l'innocence et la sagesse que seuls les enfants possèdent, remarqua sa difficulté. « Elles apprennent à chanter brille, brille, petite étoile. Expliqua-t-elle, vous voulez apprendre aussi ?» Harrison regarda la petite fille en robe jaune. Si confiante, si intrépide. Il regarda ses filles, qu'il observait avec un mélange de timidité et d'espoir, puis il prit une décision qui allait tout changer. Sans un mot, il s'assit par terre avec elle, pliant maladroitement ses longues jambes. Son costume italien coûteux frôla l'herbe et la terre, mais il s'en moquait éperdument. Maya lui adressa un sourire si radieux qu'il semblait illuminer tout le jardin. « Super! On apprend sur les étoiles. » Une petite étoile, elle lui tendit une feuille de papier rouge. « Vous pouvez faire une étoile aussi. C'est facile. » Harrison tint le papier, se sentant étrangement vulnérable. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait des travaux manuels, peut-être jamais depuis son enfance. « Je ne suis pas sûr de savoir comment faire, » commença-t-il. « Je vais vous apprendre, » l'interrompit Maya avec l'assurance de quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le sujet. « D'abord, vous pliez comme ça, puis comme ça. » À sa propre surprise, Harrison suivit les instructions, pliant le papier maladroitement. Ses grandes mains, habituées à signer des contrats et à compter de l'argent, se sentaient étranges à accomplir cette tâche simple. Ses filles regardaient, fascinées, leur père, toujours si sérieux, toujours si distant, essayer de créer une étoile en papier. « Maintenant, chantons la chanson à nouveau », suggéra Maya quand leurs 4 étoiles colorées furent prêtes. « Et essayons de dire les mots ensemble. » Elle commença à chanter, sa voix enfantine claire et confiante. « Brille, brille, petite étoile, je me demande bien ce que tu es. » À sa grande surprise, Harrison se retrouva à se joindre à elle, fredonnant doucement. Il n'avait pas chanté depuis, eh bien, depuis avant le silence. Depuis les jours où il berçait ses filles pour les endormir, avec Elena Nena à ses côtés. Au-dessus du monde si haut. La voix de Harrison était grave et fausse, mais sincère. Il vit les yeux de ses filles s'écarquiller en entendant leur père chanter. Et puis le miracle se répéta. « P » murmura Chloé, essayant de suivre, « toile », compléta Emma. Harrison sentit quelque chose se briser en lui, une barrière, un mur qu'il avait construit autour de son cœur après la mort d'Elena Nena. Il regarda ses filles, si semblables à leur mère, avec ses mêmes yeux clairs, et répéta « P.E.T.ite ». Et puis, à sa complète surprise et joie, Chloé s'approcha et toucha sa main.
Un contact léger, hésitant, mais réel. Emma, suivant sa sœur, comme elle le faisait toujours, posa sa petite main sur le genou de son père. Le contact fut électrique. Harrison ne se souvenait pas de la dernière fois que ses filles avaient initié un contact physique avec lui. Peut-être jamais depuis que le silence avait commencé. Là, assis sur la pelouse, avec des feuilles d'automne et des bouts de papier de couleur autour de lui, avec Maya fredonnant et ses filles le touchant volontairement pour la première fois depuis des années, Harrison Thornwood eut une épiphanie, une compréhension si profonde et simple qu'elle lui coupa le souffle. Être un père, ce n'était pas donner des choses à ses filles, des jouets chers, des médecins renommés, des traitements expérimentaux. C'était donner du temps. C'était être présent. C'était s'asseoir par terre et faire des étoiles en papier, même si cela salissait son costume coûteux. C'était chanter des chansons idiotes, même avec sa voix fausse. C'était être là, vraiment là avec elle. Pendant 3 ans après la mort d'Elela Nena, il avait été physiquement présent, mais émotionnellement absent. Il avait fourni tout ce que l'argent pouvait acheter, mais avait refusé à ses filles la seule chose dont elles avaient vraiment besoin, un père qui était vraiment là. Le silence avait été brisé par la musique et l'affection. Et maintenant, alors que ses filles lui souriaient, à lui, pas seulement l'une à l'autre, Harrison se jura qu'il ne les abandonnerait plus jamais émotionnellement. Petit, répéta-t-il, sentant les syllabes étranges dans sa bouche, mais merveilleusement justes dans son cœur. Dans le ciel, répondirent Chloé et Emma à l'unisson, leur voix petite mais déterminée. Ce n'étaient que des syllabes détachées, mais pour Harrison, c'était la plus belle musique qu'il ait jamais entendue. Les jours qui suivirent furent une période de transformation au manoir de Thornwood. Le silence qui avait dominé les couloirs commença à céder la place à quelque chose de nouveau, l'attente. Le personnel chuchotait entre eux à propos des sons venant du jardin, des petites syllabes que les jumelles commençaient à prononcer. Harrison avait annulé tous ses voyages d'affaires pour les semaines à venir. Pour la première fois depuis des années, l'entreprise n'était pas sa priorité absolue. Il réorganisa son emploi du temps pour pouvoir passer les après-midi à la maison, travaillant généralement dans son bureau avec la porte ouverte, à l'écoute de tout son provenant du jardin. Ce jeudi matin, le petit déjeuner avait été différent. Au lieu de manger rapidement et de partir pour son bureau, Harrison resta plus longtemps à table, observant ses filles. Elles ne parlaient toujours pas pendant les repas, mais quelque chose avait changé. De temps en temps, elles échangeaient des regards et de petits sourires, comme si elles partageaient un merveilleux secret. « Les filles semblent différentes », commenta Martha en versant plus de café à Harrison. « Plus présentes. » Harrison hocha la tête. C'était exactement ça. Ses filles semblaient revenir d'un long sommeil, s'éveillant lentement au monde qui les entourait. À 14 heures, comme c'était devenu la coutume, Maya arriva dans le jardin avec sa boîte de matériel. Aujourd'hui, elle avait apporté un petit tableau noir et des craies de couleur, des cadeaux que Harrison avait achetés pour encourager les cours de la petite maîtresse. Chloé et Emma l'attendaient déjà, assises sur une couverture étendue sur l'herbe, leurs yeux clairs s'illuminant en voyant Maya approcher. « Salut les filles !» salua joyeusement Maya. « Aujourd'hui, j'ai apporté mon nouveau tableau. On va apprendre de nouveaux mots. » Harrison observait depuis le porche. Ces derniers jours, il avait abandonné son poste d'observation caché à la fenêtre du bureau. Maintenant, il se tenait ouvertement sur le porche, regardant les interactions. Les filles ne semblaient pas se soucier de sa présence, un énorme pas en avant, considérant qu'elles avaient l'habitude de s'enfuir à l'approche de tout adulte. Maya organisa sa classe avec le sérieux d'une enseignante chevronnée. Elle cala le tableau sur une chaise, disposa les craies de couleur en ordre et distribua des feuilles de papier aux jumelles. « Aujourd'hui, on va apprendre des mots plus grands », annonça-t-elle en écrivant en lettres maladroites sur le tableau. « D'abord, essayons chaise. » Elle montra la chaise qui tenait le tableau. « Chais », prononça clairement Maya en montrant le début du mot sur le tableau. « Chais », répéta Chloé, sa voix encore très basse mais plus ferme que les jours précédents. « Ce », continua Maya. « Ce », murmura Emma, les yeux fixés sur les lèvres de Maya, essayant de copier exactement le mouvement. « Chais ce »,« chais ce », dirent les jumelles ensemble, presque en synchronisation. « Très bien. Maintenant, tout ensemble. Chais ce »,« chaise ». Chloé et Emma essayèrent, leur voix hésitante, le mot fragmenté, mais audible. Harrison sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses filles parlaient des mots entiers maintenant, pas seulement des syllabes détachées. Ce n'était pas encore un discours fluide et normal, mais c'était un progrès incroyable. « Maintenant, essayons mon nom »,
continua Maya en écrivant sur le tableau. Maya. Commença Chloé, termina Emma. Ensemble, encouragea Maya. Maya. Les deux essayèrent simultanément, le mot sortant un peu haché mais reconnaissable. Harrison réalisa qu'il retenait son souffle. Il l'expira lentement, ressentant une émotion qu'il reconnaissait à peine. Une fierté paternelle pure et simple. Parfait, applaudit Maya. Maintenant, essayons un mot spécial. Maman. Elle l'écrivit soigneusement sur le tableau. Ma. Commença Chloé, sa voix un peu plus forte. Man. Compléta Emma, le son sortant un peu différemment, mais clairement une tentative. Ensemble. Maman, dirent les jumelles presque à l'unisson. Harrison sentit un pincement dans sa poitrine. Maman. Elela Nena. Un instant, il imagina comment elle se sentirait en voyant ce moment, en entendant ses filles parler à nouveau. Il sentit une boule dans sa gorge, un mélange de joie et de tristesse qu'il ne pouvait nommer. Il ne pouvait plus rester sur le porche. D'un pas lent, il s'approcha du groupe. Maya fut la première à le remarquer. « Monsieur Thornwood, vous arrivez juste à temps pour notre cours. » Les jumelles regardèrent leur père, mais ne montrèrent aucun malaise comme auparavant. Au contraire, leurs yeux avaient une lueur différente, presque d'attente. « Qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui » demanda Harrison, la voix douce. « Des mots plus grands, répondit fièrement Maya. « Regardez ce qu'elles ont appris. » Elle se tourna vers les jumelles avec attente. « Montrons à votre père. » Disons chaise. Il y eut un moment d'hésitation. Harrison retint son souffle. Puis, à sa grande surprise, Chloé le regarda directement et dit « chaise ». Le mot sortit doucement, un peu hésitant, mais parfaitement compréhensible. Emma, ne voulant pas être en reste, regarda aussi son père. « Maya », dit-elle en montrant son ami. Harrison s'agenouilla sur l'herbe, se mettant au niveau des filles. Il pouvait sentir son cœur battre si fort qu'il craignait qu'elles ne l'entendent. « C'est incroyable », réussit-il à dire, la voix étranglée par l'émotion. « Elles sont si intelligentes », s'exclama Maya. « Elles apprennent super vite. Je pense qu'elles savaient déjà parler. Elles avaient juste oublié. » Harrison regarda la petite fille de 5 ans qui, avec son innocence et sa persévérance, avait accompli ce que des spécialistes renommés considéraient comme impossible. « Tu as raison, Maya. Je pense qu'elles avaient juste besoin de quelqu'un qui croyait en elles. » Il regarda ses filles, si semblables et pourtant si différentes. Il vit l'espoir dans leurs yeux, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. « Voulez-vous essayer de dire autre chose » demanda-t-il doucement. Chloé et Emma se regardèrent, cette communication silencieuse qu'elles avaient toujours. Puis Chloé regarda son père et avec un grand effort, forma un nouveau mot, PA. Le monde sembla s'arrêter. Harrison sentit comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. Papa. Sa fille l'avait appelé papa volontairement. Après 3 ans de silence absolu. Emma, comme toujours, suivit sa sœur. PA, répéta-t-elle, sa voix aussi douce qu'un soupir. Harrison ne put retenir ses larmes. Elles coulaient librement sur son visage, et il n'essaya même pas de les cacher. Il tendit les bras, une invitation silencieuse. À sa grande surprise et joie, ses filles s'approchèrent et lui permirent de les serrer dans ses bras. C'était un câlin bref, timide, mais réel. Le premier vrai câlin depuis des années. « Regardez ce qu'elles ont appris », répéta Maya, applaudissant avec enthousiasme, complètement inconsciente de l'ampleur émotionnelle du moment. Pourtant, son architecte néanmoins. À cet instant, Harrison prit une décision. L'impossible était devenu monnaie courante dans cette maison, grâce à une enfant de 5 ans qui ne connaissait pas le mot impossible. Il était temps de le reconnaître officiellement. « Nous devons vous emmener chez le médecin », dit-il doucement à ses filles. « Pour lui montrer à quel point vous avez progressé. » Les filles ne montrèrent aucune peur comme elles l'auraient fait quelques semaines auparavant. Elles hochèrent simplement légèrement la tête. Harrison regarda Maya, qui continuait d'écrire des mots sur le tableau, fredonnant en travaillant. Comment pouvait-il remercier convenablement quelqu'un qui avait rendu la parole à ses filles? Comment pouvait-il rembourser un miracle? Pour l'instant, il resterait simplement là, assis sur l'herbe, à regarder ses filles réapprendre à parler. Le reste pouvait attendre. En ce moment, rien au monde n'était plus important que d'entendre ces petites voix retrouver leur chemin. La salle d'attente du docteur Winters était accueillante, avec des murs au ton doux et des peintures de paysages colorés. Malgré tout, Harrison se sentait tendu.
Chloé et Emma étaient assises côte à côte sur un petit canapé, feuilletant des livres d'images. Elles étaient calmes, ce qui en soi était un changement remarquable. Auparavant, les visites chez le médecin étaient des expériences traumatisantes, avec des larmes silencieuses et de la résistance. Quand le médecin les appela, Harrison prit la main de chacune de ses filles. Étonnamment, elles ne résistèrent pas. Le docteur Winters était un neurologue de renom, spécialisé dans le mutisme sélectif et les traumatismes infantiles. Il suivait les jumelles depuis le début de leur silence, il y a 3 ans. Lors de leur dernier rendez-vous, 6 mois auparavant, il avait suggéré à Harrison d'envisager la possibilité que les filles ne parlent plus jamais. Monsieur Thornwood, salua le médecin, clairement surpris par l'appel urgent. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Est-il arrivé quelque chose avec les filles ? » « Oui, » répondit Harrison, incapable de cacher un sourire. « Quelque chose est arrivé. Elle parle. » Le médecin haussa les sourcils, visiblement sceptique. « Elle parle ? Toutes les deux ? » Montrez au docteur, encouragea Harrison en se tournant vers Chloé. « Peux-tu dire chaise ?» Il y eut un moment de silence. Le médecin attendit, son visage composé d'une expression professionnelle qui ne révélait aucune attente. Puis, à son plus grand étonnement, Chloé ouvrit la bouche et dit doucement mais clairement « chaise ». Les yeux du docteur Winters s'écarquillèrent. Il se tourna vers Emma, qui observait tout attentivement. « Et toi, Emma, peux-tu dire quelque chose pour moi ?» Emma hésita un peu plus longtemps, mais ensuite elle murmura « livre ». Elle montra le livre qu'elle feuilletait dans la salle d'attente. Le médecin parut momentanément sans voix. Il se reprit rapidement, cependant, et commença une série de tests et d'évaluations. Il demanda aux filles de répéter d'autres mots, observa leurs mouvements de lèvres, testa leur ouïe et vérifia leurs réflexes. Après près d'1 heure d'évaluation, le docteur Winters s'assit à son bureau, pensif. « C'est vraiment extraordinaire, » dit-il finalement. « Comment cela a-t-il commencé ?» Harrison expliqua l'histoire de Maya, les jeux, les chansons, l'école improvisée. Il raconta comment les premières syllabes avaient émergé, et comment maintenant, quelques semaines plus tard seulement, elle pouvait déjà dire des mots entiers, bien qu'avec hésitation. Le médecin écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles. « Monsieur Thornwood, ce que nous voyons ici confirme ce que nous avons toujours suspecté. Elles n'ont aucun blocage physique. Le traumatisme a causé le silence, mais le bon stimulus fonctionne. Continuez ainsi. Que devrions-nous faire maintenant ? Demanda Harrison, avide de directives. Je recommande fortement de commencer un traitement avec une orthophoniste spécialisée dans les traumatismes infantiles. J'ai quelques excellents professionnels à recommander. Mais, insista-t-il en regardant directement Harrison, maintenez cette dynamique avec la petite Maya. Ce qu'elle fait intuitivement est exactement ce que de nombreux thérapeutes essaieraient de reproduire en milieu clinique. Il y a quelque chose dans l'interaction entre enfants, surtout dans cette approche ludique et sans pression, qui s'avère incroyablement efficace. Harrison hocha la tête, déterminé. Je ferai tout ce qu'il faudra. La semaine suivante, la docteure Sophia Lambert, l'orthophoniste recommandée par le docteur Winters, commença à se rendre au manoir de Thornwood 3 fois par semaine. Au lieu d'emmener les filles dans un cabinet, Harrison préféra que les séances aient lieu à la maison, où elle se sentait en sécurité. La première chose que suggéra la docteure Lambert fut d'inclure Maya dans les séances. Si elle est le catalyseur de ce progrès, il serait contre-productif de l'exclure, expliqua-t-elle. Nous pouvons transformer cela en activité pour les 3, avec des objectifs thérapeutiques spécifiques. Et c'est ainsi que commença une nouvelle phase dans le rétablissement des jumelles. 3 fois par semaine, la docteure Lambert menait des séances formelles avec des exercices spécifiques pour renforcer les muscles faciaux des filles et les aider à articuler les sons qu'elles trouvaient encore difficiles. Les autres jours, Maya continuait ses cours, maintenant enrichis de matériel et de techniques que l'orthophoniste lui enseignait. Maya absorbait tout avec un enthousiasme et un sérieux surprenant pour une si jeune enfant. Elle apprenait des jeux thérapeutiques et les adaptait à sa manière, les transformant en jeux que Chloé et Emma adoraient. « Chantons la chanson de la grenouille », proposait Maya, puis elle menait un exercice de gymnastique labiale déguisé en jeu. La grenouille fait sa bouche comme ça, tu vois ? Et elle étirait ses lèvres en un grand sourire, encourageant les jumelles à l'imiter. Harrison réorganisa complètement sa vie professionnelle pour être présent pendant ce processus. Il se mit à travailler davantage depuis la maison, délégua des responsabilités et refusa des voyages. Ses priorités avaient complètement changé. Le soir,
Il menait lui-même certaines des activités recommandées par la docteure Lambert. Il lisait des histoires à ses filles, s'arrêtant pour qu'elles essaient de compléter des mots familiers. Il montrait des fiches avec des images simples, célébrant chaque mot qu'elles parvenaient à prononcer. Les progrès étaient lents mais constants. Après un mois de thérapie, les jumelles pouvaient déjà dire des mots isolés fermement, sans leur hésitation initiale. Maya, disait clairement Chloé quand son amie arrivait. Chante, demandait Emma quand elle voulait entendre une des chansons que Maya leur avait apprises. Oh, pouvaient demander les deux quand elles avaient soif. Ici, disait-elle en montrant où elle voulait s'asseoir ou ce qu'elle voulait montrer. Le manoir, autrefois enveloppé d'un lourd silence, commença à acquérir une nouvelle bande-son. Des voix d'enfants, des rires, de la musique. Le personnel remarqua le changement, commentant entre eux à quel point la maison semblait plus vivante, plus légère. Carla, la mère de Maya, était devenue une présence constante, non seulement en tant qu'employée mais aussi en tant que partie de ce processus de guérison. Harrison, en signe de gratitude, lui avait offert une augmentation significative et un nouveau poste de gouvernante adjointe, lui permettant de rester plus près de sa fille et des jumelles. Un soir calme de fin novembre, Harrison était dans son bureau à revoir des documents. Les filles jouaient sur le tapis près de la cheminée pendant que Maya était allée dans sa chambre chercher d'autres crayons de couleur. C'était un moment ordinaire, faisant partie de la nouvelle routine qu'ils avaient établie. Soudain, Harrison sentit quelque chose toucher son bras. Il regarda sur le côté et vit Chloé debout à côté de sa chaise. Elle s'était approchée toute seule, sans sa sœur, un fait rare, et tenait maintenant son bras avec sa petite main. « Papa » dit-elle doucement, le regardant droit dans les yeux. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Ce n'était pas un mot isolé dans un jeu ou un exercice. C'était un appel. Sa fille l'appelait. Avant que Harrison ne puisse réagir, Emma s'approcha aussi, s'arrêtant à côté de sa sœur. « Papa » répéta-t-elle avec la même clarté, la même intention. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Harrison à ce moment-là. Toutes les barrières soigneusement construites au fil des ans. Toute la rigidité avec laquelle il se protégeait de la douleur. Toute la distance émotionnelle, tout s'effondra d'un coup. Il s'agenouilla par terre, se mettant au niveau de ses filles. Et les larmes vinrent sans prévenir. Il n'essaya pas de les cacher. Il n'en avait pas honte. C'étaient les larmes d'un père qui, après des années dans le noir, retrouvait enfin le chemin vers ses filles. Chloé et Emma ne reculèrent pas devant l'émotion de leur père. Au contraire, elles s'approchèrent, chacune posant une petite main sur son visage, touchant ses larmes avec curiosité. « Papa » dirent-elles de nouveau, ensemble cette fois, comme si elles testaient le mot, savourant sa puissance. Harrison les serra doucement dans ses bras, sentant leur petit corps se détendre contre le sien. Un autre miracle, considérant comment elles évitaient auparavant le contact physique. À ce moment, assis sur le sol de son bureau avec ses filles dans ses bras, Harrison comprit la véritable ampleur de ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement du fait que les filles retrouvaient la parole. Il s'agissait du fait qu'ils retrouvaient tous la connexion, la famille qu'ils avaient perdue en même temps qu'Elena Nena. Il n'y avait plus de silence au manoir de Thornwood. Il y avait des mots, simples, peu nombreux, précieux, et ils étaient tout. L'hiver était arrivé au manoir de Thornwood, recouvrant le jardin d'une couverture blanche de neige. Les jeux en plein air cédèrent la place à des activités d'intérieur dans la bibliothèque au plafond, que Harrison avait transformée en salle de jeu et de lecture pour les filles. Les séances avec l'orthophoniste se poursuivaient 3 fois par semaine, et les résultats étaient de plus en plus impressionnants. Chloé et Emma progressaient de jour en jour, élargissant leur vocabulaire, gagnant en confiance dans leur communication. Elles ne formaient pas encore de phrases complètes ni ne conversaient avec aisance, mais chaque nouveau mot était célébré comme une victoire. Ce matin de décembre, Harrison observait de la fenêtre de son bureau la neige tomber doucement. Noël approchait, et pour la première fois depuis des années, il ressentait une véritable impatience pour les fêtes. Il y avait tant de raisons de célébrer, tant de miracles à remercier. Ses pensées furent interrompues par un léger coup à la porte. « Entrez » répondit-il. Martha ouvrit la porte, son visage toujours aussi sérieux, mais avec une lueur différente dans les yeux. Tout le monde dans la maison semblait plus léger ces derniers mois. Monsieur Thornwood, Madame Morale a terminé ses tâches matinales. Souhaitez-vous lui parler maintenant comme vous l'avez demandé ? Harrison hocha la tête. Oui, Martha. Veuillez lui demander de venir dans mon bureau. Et assurez-vous que les filles sont occupées avec Mademoiselle Bailey. Mademoiselle Bailey était la nouvelle tutrice qu'il avait engagée,
une jeune enseignante spécialisée dans l'éducation de la petite enfance et les besoins spéciaux. Oui, monsieur. Les filles sont dans la salle de jeu avec Maya et Mademoiselle Bailey. Elles travaillent sur un puzzle. Harrison sourit en imaginant la scène. Parfait. Merci, Martha. En attendant, Harrison organisa mentalement ce qu'il voulait dire. Il y avait beaucoup réfléchi, consulté ses avocats, pris toutes les dispositions nécessaires. C'était maintenant le moment de partager sa décision. Quelques minutes plus tard, un coup hésitant retentit à la porte. « Entrez, Madame Morale », appela Harrison. Carla entra, portant toujours son uniforme de travail, bien qu'il soit maintenant de meilleure qualité et porte un badge l'identifiant comme la gouvernante adjointe. Elle avait l'air nerveuse, les mains jointes devant elle. « Vous vouliez me voir, monsieur ? » « Oui, veuillez vous asseoir. » Harrison indiqua la chaise en face de son bureau, mais il ne resta pas à sa propre place. Au lieu de cela, il se leva et contourna le bureau, s'asseyant sur la chaise à côté de celle qu'il avait offerte à Carla. La femme parut surprise par ce geste, qui réduisait la formalité et la distance entre eux. « Madame Morale. »« Carla », commença Harrison, utilisant délibérément son prénom. « Je vous ai appelé ici parce que nous devons parler de quelque chose d'important. À propos de Maya. » L'expression de Carla passa immédiatement de la nervosité à l'inquiétude. « Maya ? A-t-elle fait quelque chose de mal ? Je vous promets que... » « Non, non, » interrompit rapidement Harrison. « Au contraire. C'est à propos de ce qu'elle a fait de bien. Ce qu'elle a fait d'extraordinaire, en fait. » Carla se détendit visiblement, mais avait toujours l'air confuse. « Votre fille, » poursuivit Harrison, choisissant ses mots avec soin, a fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Elle a rendu la parole à mes filles. Et elle m'a rendu mon rôle de père. Sa voix se brisa légèrement sur la dernière phrase. Il lui était encore difficile de parler ouvertement d'émotions, de ses propres manquements en tant que père dans les années qui ont suivi la mort d'Elela Nena. Mais il apprenait, tout comme ses filles apprenaient à parler à nouveau. « Monsieur Thornwood, Maya a juste... » commença Carla, mais Harrison leva doucement une main, lui demandant de le laisser continuer. « S'il vous plaît, laissez-moi finir. Ce que Maya a fait pour cette famille est inestimable. Les meilleurs spécialistes, les traitements les plus coûteux, les thérapies les plus avancées, rien de tout cela n'a réussi ce que votre fille, avec son innocence et sa persévérance, a accompli en quelques mois seulement. » Harrison prit un dossier sur le bureau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels avec des sceaux et des signatures. « C'est pourquoi j'ai pris une décision. Je vais assurer l'avenir de Maya. Son école, son éducation, tout. C'est le moins que je puisse faire pour tout ce qu'elle a donné. » Il tendit les documents à Carla, qui les prit avec des mains tremblantes. « C'est... » commença-t-elle en regardant les papiers sans bien comprendre. « C'est un fonds en fiducie pour Maya, » expliqua Harrison. « Il couvrira toute son éducation, des meilleures écoles à l'université de son choix, où que ce soit. Il y a aussi une provision pour les frais de subsistance jusqu'à ses 25 ans. Et un compte d'épargne auquel elle pourra accéder à sa majorité. » Carla fixa les documents, stupéfaite. La somme mentionnée était plus d'argent qu'elle ne pourrait en gagner en plusieurs vies de travail. « Monsieur Thornwood, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. »« Ce n'est pas assez, » répondit fermement Harrison. « Rien ne serait assez pour remercier Maya pour ce qu'elle a fait. Elle n'a pas seulement aidé mes filles à reparler. Elle nous a tous donné une leçon sur la patience, sur la croyance en l'impossible, sur le pouvoir de la connexion humaine. » Il fit une pause, contrôlant l'émotion qui menaçait de le submerger. « Il y a encore une chose, » continua-t-il. « J'ai parlé avec la directrice de l'école préparatoire de Westbridge. C'est la meilleure école de la région. Maya a une place garantie pour la prochaine année scolaire, avec une bourse complète. Et si vous préférez continuer à vivre ici pour faciliter son transport et maintenir sa proximité avec Chloé et Emma, il y a une maison d'hôte à l'arrière de la propriété que nous pouvons rénover pour vous. » Carla se couvrit la bouche avec sa main, incapable de contenir son émotion. Des larmes se mirent à couler sur son visage. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Vous n'avez rien à dire, » répondit doucement Harrison. « Votre fille a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire en rendant la parole à mes filles. » À ce moment, un petit mouvement à la porte entr'ouverte attira leur attention. Là, jetant un coup d'œil par la fente, se trouvait Maya, avec ses grands yeux curieux et sa robe jaune préférée, maintenant complétée par un gilet de laine pour l'hiver. « Maya !»
s'exclama Carla en essuyant rapidement ses larmes. Tu ne devrais pas écouter les conversations des grands. Mais Harrison ne semblait pas dérangé. Au contraire, il sourit et fit signe à la fillette d'entrer. Oh, viens ici, Maya. On parlait justement de toi. Maya entra timidement, regardant de sa mère à Harrison. Tu pleures, maman? Demanda-t-elle, inquiète. Ce sont des larmes de joie, mon amour, répondit Carla en serrant sa fille contre elle. Harrison regarda la scène, ressentant un étrange sentiment de paix. Il y avait tellement plus qu'il voulait dire. Tant de façons dont il avait pensé exprimer sa gratitude. Mais peut-être que certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. Certaines formes de gratitude s'entendaient avec le cœur, pas avec les oreilles. Maya, toujours dans les bras de sa mère, regarda Harrison par-dessus son épaule et sourit. Ce sourire sincère et lumineux qui avait illuminé les ténèbres du manoir de Thornwood. Et dans ce sourire, Harrison vit qu'elle comprenait. D'une manière ou d'une autre, cet enfant extraordinaire comprenait parfaitement la gratitude qu'il essayait d'exprimer. 6 mois plus tard, la transformation était complète. Par un matin de printemps ensoleillé, Chloé entra dans le bureau de Harrison sans frapper. Ses cheveux blonds brillaient à la lumière qui entrait par la fenêtre, attachée en une tresse soigneusement faite par Martha. « Papa, viens jouer », dit-elle avec une clarté surprenante, une phrase complète, spontanée. Harrison sentit sa poitrine se gonfler de fierté et de joie. Dans le jardin, Emma vit son père arriver et courut vers lui, ses petits pieds touchant à peine la pelouse fraîchement coupée et parfumée. « Maya, chante avec moi », appela-t-elle, sa voix petite mais confiante, comme un oiseau qui a enfin appris à chanter. Les 3 filles formèrent un cercle, chantant et tournant tandis que des bulles de savon dansaient autour d'elles, reflétant la lumière du soleil en des couleurs irisées qui semblaient sorties d'un rêve. Pendant le déjeuner, Emma surprit tout le monde avec une phrase inattendue. « Je veux jus, maman. » Martha resta figée, la carafe en cristal à la main. C'était la première fois que l'une d'elles utilisait le mot « maman » depuis la mort d'Elena 3 ans auparavant. « Martha n'est pas maman », expliqua doucement Harrison, le cœur serré. « Mais elle peut te donner du jus. »« Je veux jus, s'il te plaît », corrigea Emma sans hésiter, apprenant vite. Plus tard, Harrison prit une décision. Le lendemain, il emmena les filles, Maya et Carla, au Memorial Park, un grand espace vert avec des lacs cristallins, où des canards nageaient paisiblement sous un ciel bleu sans nuages. « Regardez les canards !» s'exclama Maya en arrivant, montrant avec enthousiasme les oiseaux glissant sur l'eau. « Canards !» répétèrent Chloé et Emma à l'unisson, leurs yeux bleus brillant d'excitation, comme si elles voyaient les animaux pour la toute première fois. Harrison et Carla étendirent une couverture à carreaux rouges et blancs sous un arbre feuillu qui offrait une ombre généreuse. Les paniers de pique-nique furent ouverts, révélant des sandwichs faits maison, des fruits frais et des jus colorés dans des thermos décorés. « Mangez maintenant ?» demanda Emma, regardant avec avidité la nourriture disposée sur la couverture, son estomac gargouillant de faim. « D'abord, on joue », suggéra Harrison, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Lui, qui avait toujours privilégié le travail et les obligations. Bientôt, il courait sur l'herbe, poursuivant des bulles de savon qui flottaient dans l'air parfumé du printemps. Harrison se joignit à eux, ses chaussures italiennes coûteuses oubliées à côté de la couverture, ses pieds nus sentant l'herbe fraîche et douce. Après avoir beaucoup joué, ils revinrent affamés et heureux, les joues rougies par le soleil et la joie. Ils mangèrent, discutant avec enthousiasme des canards, des bulles, des fleurs qui éclosaient autour d'eux en éclats de couleurs vives. Maya donna à chaque jumelle une bouteille de bulles. Les 3 remplirent l'air de sphères colorées qui montaient lentement jusqu'à éclater contre le bleu infini du ciel. « Chante la chanson de l'étoile » demanda Chloé, criant presque de joie. Elles se mirent à chanter, leur voix cristalline se mêlant au bruit du parc en une parfaite symphonie d'enfance et de renaissance. « Personne ne peut nous faire taire maintenant » s'exclama Maya en levant les bras au ciel. « Plus jamais » acquiesça Chloé, imitant le geste avec enthousiasme. Avec papa et Maya, compléta Emma en se jetant dans les bras de son père avec abandon. Harrison la serra dans ses bras, sentant son petit corps chaud, entendant sa respiration, son rire, sa voix. Sa voix. Il regarda Carla et leurs regards se croisèrent, un regard calme de compréhension mutuelle. Il n'y avait plus d'employeurs et d'employés, juste 2 personnes unies par leur amour pour ses enfants. Le soleil brillait, les bulles dansaient dans l'air et les voix des filles remplissaient l'espace autour d'eux. Une nouvelle famille était née, avec des mots, de la présence et de l'amour.
Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.